de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix de m'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Pourquoi? Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment, et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Maliennes et Maliens, face à la difficulté de garantir à ce jour le respect de la Constitution, l'intégrité du territoire, l'indépendance de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale, M. Ibrahim Boubacar Keïta et son régime, après dissolution de l'Assemblée nationale, ce jour 18 août 2020 a rendu sa démission. Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Cette lourde responsabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation. CNSP, Asrab la Dondoni, c'est le peuple, Asrab la Dondoni. Trop risqué. Asrab là. Voilà. Écartez, 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 écartez-vous. Asrab la Dondoni. Asrab la Dondoni. Asrab là. Vive le CNSP. Vive le patriote. Asrab la Dondoni. Écartez-vous un peu. Asrab la Dondoni. Le salut du peuple. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, brave peuple de Bamako. Bonsoir, brave population du Mali. Je suis le colonel-major Ismaël Ouagué. J'ai l'honneur d'être choisi pour être le porte-parole du CNSP. Je suis venu cet après-midi avec le colonel Malik Diaw, qui est le premier vice-président du CNSP. Il y a aussi le colonel Modibo Kone, qui est le troisième vice-président du CNSP. Malheureusement, le président du comité, le colonel Assimi Goïta, n'a pas pu faire de déplacement. Il s'en excuse et vous remercie tous. Le troisième vice-président, le colonel Sadio Kamara, n'est pas là avec nous malheureusement. Lui aussi n'a pas pu venir. On est content d'être avec vous cet après-midi. On vous remercie pour le soutien que vous nous avez accordé. On remercie le peuple malien entier pour son soutien. Notre travail a été de parachever votre combat dès le début. On se reconnaît dans votre combat.
Le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, nouvelle instance dirigeante du Mali depuis mercredi dernier, depuis cette démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Comment expliquer cette soudaine accélération des événements? Quelle perspective institutionnelle pour le Mali? Faut-il craindre des sanctions brandies par la CEDEAO? Des questions abordées dans cette émission spéciale débat du dimanche avec nos invités. Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat, Baba Ahmed de Nord-Sud Journal, Baba Dakono, chercheur, juriste, analyste, et Dr Brema Elidiko, sociologue, qui va donc prendre le train en marche. Première question, Baba Ahmed, faut-il expliquer, quelle explication sinon donner à cette accélération des événements? Dimanche dernier, on en parlait, mais est-ce qu'on pouvait se dire que 48 heures après, il allait y avoir cette soudaine accélération de l'histoire des événements? Non, il y a des choses auxquelles nous autres qui sont un peu en dehors de ces cercles n'étaient pas informés, mais selon les informations qu'on a, c'est des choses quand même qui étaient préparées depuis un mois, 2 mois, et qui a coïncidé. Moi, je pense que c'est surtout cette semaine organisée par le mouvement du 5 juin. Si vous vous rappelez, c'était toute une semaine d'activités, de contestations qui étaient prévues. Et donc, tout simplement, cette arrestation du président de la République c'est pas vraiment une surprise pour nous, étant donné que les bras de fer étaient déjà croisés depuis un bon moment entre le peuple M5, comme il aime le dire, et le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Ok, Maître Konaré, c'est pas une surprise pour Baba Ahmed. Pouvez-vous dire autant? En fait, si Ibeka échappait à un coup d'État, c'est ça qui aurait été surprenant. Parce qu'un pays ne pouvait pas rester bloqué pendant des semaines avec des routes coupées, des syndicats qui se levaient en masse, et l'économie à terre, la foule dans les rues tous les jours. Un pays ne pouvait pas rester comme cela. Il fallait une solution politique. Et j'avais dit la semaine dernière que la stratégie de l'usure, si c'était la stratégie choisie par le pouvoir, n'était pas favorable aux intérêts du pouvoir. Et donc, l'armée a décidé d'arbitrer. Et cet arbitrage devenait nécessaire parce qu'une solution politique tardait à venir et le pays allait tout droit dans l'abîme. D'accord. Baba Dakono, ça se disait, beaucoup pensaient que difficilement le régime allait tenir. La question était de savoir jusqu'à quand allait-il tenir. Sur ce plateau, d'aucuns avaient même donné l'exemple de l'Algérie en disant que Bouteflika est parti le 9e vendredi. Pour le Mali, on peut dire que le régime Ibeka est parti lors de la 5e sortie du mouvement du 5 juin, si on peut le dire. Oui, c'est une demi-surprise, ce départ, demi-surprise, parce qu'on se disait que c'était l'un des scénarios qui pouvaient arriver. Il y a eu cette demande de démission de la part des contestateurs depuis juin 2020. Et face à cette demande, le président a voulu garder sa posture. Et le seul facteur qui pouvait débloquer cette situation, c'était l'intervention militaire. Et finalement, elle est intervenue. C'est une demi-surprise parce que cette intervention ne surprend pas, mais l'accélération peut surprendre. Mais on peut comprendre parce qu'à la veille, il y a eu quelques événements, il y a eu des faits qui doivent être peut-être pris en compte en lien avec ce qui s'est passé dans l'accélération des événements. Ce n'est pas une surprise pour Baba Ahmed, pour Baba Dakono, une demi-surprise. Dr Brema Elidiko, vous expliquez tout cela comment? Bien, moi je pense qu'en réalité, je m'attendais à tous les scénarios. C'est-à-dire qu'au début, de mon point de vue, on n'avait pas forcément pris le M5 au sérieux. Or, je disais en fait, on minimise un moustique. Mais lorsque c'est un moustique qui cause le palu, et lorsque vous avez le palu, après vous avez des courbatures, vous vomissez et ça met du temps en fait à sortir. Et
En fait, tout ça, il y a eu un ensemble de facteurs, comme ils l'ont dit, un cocktail de causes qui a poussé le M5 en fait, à rentrer dans la stratégie des désobéissances civiles et tout. Parce qu'à un moment donné, le M5 estimait qu'il n'était pas tout à fait entendu par le président et qu'il fallait obligatoirement le pousser, en tout cas, au dialogue. Mais en même temps, je me pose la question de la publication du rapport de l'ONU, parce que ce rapport est arrivé à un moment critique de la contestation sociale et qui indexe 2 hauts gradés de l'armée. Et ensuite, il y a la question de limogeage du second aide de camp du président. Donc, tout. Et quand vous mettez tout ça ensemble, on se pose quand même des questions, mais en même temps, pour moi, ce qui est arrivé, comme ils l'ont dit, c'était vraiment une des éventualités très très probables, parce que le dialogue, je ne dirais pas qu'il était rompu, mais on était arrivé à une sorte de crise de confiance entre les 2 acteurs, parce que ce que la CEDEAO et le président Ibeka considéraient comme étant une ligne rouge était une ligne blanche pour le M5 et ses partisans. Donc à un moment donné, il fallait sortir de ça, parce que même tout le monde, en fait, il y avait une sorte d'usure, quoi. Une sorte d'usure. On avait parié sur la stratégie, enfin, l'essoufflement du mouvement, qui n'est pas arrivé, malheureusement. Ou, en tout cas, c'est ça. Donc, ça ne pouvait pas être autrement, de mon point de vue. Okay. Tôt ou tard, le M5, en tout cas, allait obliger le pouvoir à changer la donne. D'accord. Voilà. Baba Ahmed, je vais revenir à Baba Dakono. On a 2 Baba sur le plateau. Baba Ahmed, le 18 août 2020, intervient après le 21 mars. Le 18 août 2020 intervient après le 21 mars 2012. En termes de parallèle, est-ce que jusqu'où on peut aller en termes de parallèle entre le 21 mars 2012 et le 18 août 2020, où vous pensez que ce ne sont pas 2 événements à comparer, pas du tout? Non, il y a des similitudes, tout comme il y a des membres de l'ex-junte de 2012 qui font partie de cette junte aussi. Mais au niveau, par exemple, de la mutinerie de 2012, de mars 2012, c'était vraiment une mutinerie. Les choses n'étaient pas préparées, les choses n'étaient pas organisées. Et c'est là on a vu ça sur la suite des événements. C'est-à-dire qu'après, on a eu un coup d'État qui était difficilement consommable, donc qui a surpris tout le monde. Et même ceux qui ont initié ce coup d'État ne maîtrisaient pas les choses. Par contre, ce coup d'État bon, je ne veux pas, parce que les gars aussi, du moment où la Constitution n'est pas encore suspendue, et je pense que même les constitutionnalistes américains sont en train d'étudier est-ce que c'est un coup d'État ou est-ce que c'est un changement du pouvoir. Donc, à ce stade, on ne peut pas parler de coup d'État. Mais les événements de 2018 sont tout simplement bien préparés, bien mûris, et selon les échos, quand on essaie de parler avec des gens à gauche, à droite, apparemment, même il y a certaines chancelleries qui ont été déjà, en tout cas, informées de certaines choses pour dire que même s'il y a quoi que ce soit, leurs citoyens à Bamako ne seront pas touchés. Okay. Donc, tout ça, voilà, jusque-là, on peut dire qu'il y a quand même une différence au niveau de l'organisation. Baba Dakono, le parallèle avec 2012. Je pense que les différences sont assez nombreuses et je crois qu'assez éloquentes. Je crois. Et les contextes aussi sont quelque peu différents, même si en 2012 il y avait un nombre de frustrations, parce que 2012 a été aussi révélatrice de tous les dysfonctionnements dans le système de gouvernance, et les mêmes dysfonctionnements ont perduré en dépit de l'élection en 2013. Donc il y a toujours ces dysfonctionnements, mais on était véritablement dans un contexte, et ça a été rappelé au début, d'ingouvernabilité. Vous avez depuis quelques mois, il y avait pas de gouvernement. Le gouvernement qui avait été mis en place était mis en place à minima. Il y avait avant de nombreux incidents. On avait aussi un contexte politique où le président, au fil des mois, au fil des événements, était de plus en plus fragilisé. Et ce processus de fragilisation avait commencé depuis avril 2019 avec le départ de l'ancien Premier ministre Soumeilou Boubé Mega. Donc les contextes étaient vraiment différents. Et les auteurs aussi sont différents en termes de niveau, en termes de grade, en termes de connaissance des choses. Et ce qui frappe, en tout cas moi personnellement, ce qui m'a frappé, c'est surtout la discrétion des auteurs actuels. Et on voit bien que ce ne sont pas des bouffeurs de micro, la prise de parole est organisée et cette discrétion, elle est importante pour le moment, elle peut être à la longue contre-productive, mais tout dépend de comment ils vont gérer tout ça, mais cette discrétion qui les caractérise permet de contrôler jusque-là l'information. Oui, Maître Konaré, ce n'est pas une comparaison entre le CNSP et le CNRDRE, mais vous également, le parallèle entre les 2 événements. Il y a beaucoup de différences fondamentales
en 2012, ceux qui ont fait le coup d'État l'ont assumé et ont même mis en place une structure qu'ils pensaient faire perdurer, même si après il y a eu des aménagements avec la CEDEAO pour les mettre de côté. Alors, cette année, les gens sont en train de se demander s'il s'agit d'un coup d'État ou s'il s'agit d'une démission du président de la République. Mon avis à moi sur cette question est que matériellement, il s'est agi d'un coup d'État, mais juridiquement, il s'est agi d'une démission. Matériellement, un coup d'État parce qu'en temps normal, personne ne peut aller chercher le président de la République, l'amener manu militari à Kati. Mais juridiquement, c'est une démission parce que tout le monde l'a vu à la télé, dissoudre l'Assemblée nationale, dissoudre le gouvernement et présenter sa propre démission. Donc, si quelqu'un ne cherche pas la petite bête, il peut très bien se contenter de constater la démission. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait tous ceux qui ont voulu tourner la page, à commencer par certains partis politiques, certains diplomates et certaines puissances étrangères. Je vais parler par exemple de la France, qui dit prendre acte alors de la démission du président de la République et non pas du coup d'État. Okay. L'autre différence, c'est que en 2012, ceux qui ont fomenté le putsch n'étaient pas soutenus par tous les corps de l'armée, notamment par le régiment des commandos parachutistes qui était le régiment d'élite de l'armée. Cette année, pas un seul pan de l'armée n'a été mis de côté. Tout le monde a adhéré. Et d'ailleurs, l'arrestation a été opérée par la force la plus redoutable de l'armée qui est dirigée par Assimi Goïta. Une force qui était en principe destinée, basée à Sofara et qui luttait contre les terroristes, qui avait été rapatriée récemment pour la protection des institutions. Donc, toute l'armée a adhéré, contrairement à 2012, et c'est pourquoi pas un seul lance-pierre n'a été tiré et il n'y a ni mort ni blessé. Oui, on peut, docteur Brema Elidiko, pousser un peu la similitude, évoquée tout de suite par Maître, même si ATT, il a démissionné plus tard, mais c'était, je crois, 2 semaines après la mutinerie. Mais au-delà de tout ça, vous également, est-ce que vous trouvez d'autres points de similitude entre 2012 et 2020? Alors, des similitudes dans les deux cas, ce que j'ai vu un peu sur Internet, c'est ce qu'on appelle une démission militairement assistée. Donc ça, c'est la première des choses. Après, la deuxième des choses, c'est que ce sont des militaires de Kati, dont on avait promis qu'ils n'allaient plus faire peur à Bamako, qui ont fait l'opération, que certains aussi ont appelé un coup de pouce. C'est-à-dire que le dialogue était pratiquement rompu et que ça permettait aux Maliens d'aplanir les positions, de se retrouver au-delà de toutes les questions, tous les clivages pour pouvoir parler. Alors, est-ce qu'il y a d'autres similitudes? Bon, pour moi, c'est que dans les deux cas, il y a une volonté de certains militaires de s'ingérer dans les géopolitiques et surtout de s'intéresser en fait à des questions de gouvernance. Parce qu'eux-mêmes, à un moment donné, ont été victimes, on le sait, de beaucoup d'attaques. Il y a eu Blukesi, Guiré, Boukiwere, Sokolo, Indelman, etc. Donc à un moment donné, ce qui est dénoncé, comme ils l'ont dit, ça les touchait. Et même 2012 aussi, c'est qu'on reconnaissait que l'État était, entre guillemets, à terre et qu'il fallait restaurer l'autorité de l'État. Donc aussi, je pense qu'on peut faire cette similitude-là. Mais bon, pour le reste, comme ils l'ont dit, hein, ce sont des officiers qui sont du Britannique militaire, qui sont des amis et qui se connaissent et qui ont su cette fois-ci aller au-delà des clivages qu'on peut retrouver entre béret rouge et béret vert pour pouvoir réunir tout le monde, en tout cas les hauts gradés, ceux qui sont surtout dans l'opérationnel, dans cette activité. Ok, bon, d'accord. Alors, une différence fondamentale aussi, c'est le président de la République. En 2012, ceux qui ont fait le coup d'État n'avaient pas le président de la République.
C'est après l'intervention de la CEDEAO que le président est venu. Il a lui-même volontairement donné sa démission pour décanter la situation. Cette fois-ci, ils ont le président de la République et c'est important dans les discussions parce que ils sont presque en position de force dans les discussions qu'ils ont avec les différents acteurs, y compris internationaux. Ok, on va même rester avec vous. On va parler de perspectives institutionnelles avec cette démission du président Ibeka. Mais déjà, si on peut mettre le curseur sur le pourquoi. Pourquoi après 2012, on assiste à un autre renversement de régime dans la violence? Est-ce qu'on peut parler de crise des institutions au Mali ou même d'échec un peu de toutes ces forces internationales qui sont présentement sur le territoire malien? Est-ce qu'on peut parler de crise d'institutions, de crise de gouvernance qui nous pousse vers ce changement de régime 8 ans seulement après celui de 2012? Je crois que absolument la réponse est dans la question elle-même, au-delà de la crise de gouvernance, qui sont d'ailleurs liées. Vous parlez de crise de gouvernance et aussi d'échec des solutions internationales et de l'assistance internationale. Les deux sont liés parce que l'assistance internationale repose sur les réponses nationales quelque peu, sur le leadership national. Donc, tant qu'on a des défaillances à ce niveau, ça va être difficile. Ce qui avait manqué, et d'ailleurs, qui était important à rappeler dès le début des manifestations, c'est qu'il n'y avait pas cette responsabilisation directe des États, je parle plus largement des États sahéliens, face à la question sécuritaire. Et c'est ce qui a fait que quand les gens sont sortis, ils ont d'abord manifesté contre les forces étrangères, et plus rapidement, ils se sont retournés, s'agissant du cas malien, contre l'État. Mais au-delà de la crise de gouvernance, c'est aussi une crise d'État, parce que ce qui s'est passé, la contestation à Bamako est un pan de ce qui se passe aujourd'hui dans la défiance ou dans le fossé qui existe entre les citoyens et l'État. Et ça, on l'a vu, l'illustration, c'est dans le centre du Mali, c'est dans le nord du Mali, c'est dans la région de Kay, où de moins en moins des citoyens ont confiance en l'État et ont tourné le dos à l'État. Certains se sont retrouvés dans les groupes armés, les citoyens ne participent plus aux institutions parce que non plus cette croyance, c'est un véritable dysfonctionnement et moi je dirais plus largement une crise d'État et peut-être on a manqué de tirer les leçons de 2012, peut-être qu'il faudrait faire maintenant pour éviter ou sinon pour briser ce cycle-là, transition, élection, coup d'État. Oui, on va parler de ces perspectives institutionnelles, mais on l'a dit, en 2012, il y a eu cet effondrement de l'État du Mali. Un an après, il y a eu une convergence de forces internationales qui étaient venues pour apporter des réponses, apporter des solutions. Une fois sur ce plateau, on se disait très mal qu'il pouvait y avoir coup d'État au nez et à la barbe un peu de ces forces internationales. Est-ce que leur responsabilité, leur inaction ne peut pas être engagée à travers la démission du président Ibeka mardi dernier? Les questions pour lesquelles elles étaient censées être là, apparemment il n'y a pas eu de réponse comme on le souhaitait. Moi je vais vous dire quelque chose. Le coup d'État de cette année est intimement lié certes aux événements, mais surtout à la personnalité du président de la République. Ibeka était un homme, un président qui avait des qualités, un homme cultivé, un homme très généreux et un homme bon de cœur. Mais il avait deux défauts majeurs. Le premier, c'était qu'il fonctionnait à l'affectif. Quand vous lui plaisez, les gens qui lui plaisaient, il aimait s'entourer de ces seules personnes-là et il éloignait les esprits critiques qui lui amenaient des critiques, il n'aimait pas ça. Et donc il a fini par être entouré de ses seuls parents, de ses seuls amis et des flatteurs. Ce qu'il a coupé des réalités. La deuxième chose, c'est que ce n'était pas un homme de dossier. Lorsqu'il nommait quelqu'un, il le laissait libre, la bride sur le cou. Ne lui demandait aucun compte et au contraire, le protégeait quand les gens venaient jaser sur le compte de cette personne. Ce qui fait que, au niveau de l'État, la mauvaise gouvernance avait pris un envol terrible. Mais puisque le président n'est entouré que de gens qui ne lui disent pas la vérité, puisque lui-même n'est pas un homme de dossier,
alors la situation lui a échappé. Et pas plus tard qu'il y a 10 jours, l'un de ses proches me disait que le M5, ce n'était qu'un petit groupe d'agitateurs là qui ne pesait rien. Mais nous tous, nous savions que le M5 représentait et cristallisait, n'est-ce pas, tout le mécontentement de la nation. D'accord. Dire que 2 millions ou 1 million de personnes dans les rues ne représentent qu'une poignée d'agitateurs, c'est une grave erreur. Et la troisième erreur du président a consisté à se reposer sur la communauté internationale. Or, ce que la communauté internationale cherche, ce que la France cherche, c'est ses intérêts. Une fois que la France se rend compte que le président en place ne roule plus pour ses intérêts, à elle le lâche. C'est comme ça qu'a été produit ce rapport qui a été adressé à l'ONU, qui met en cause les plus hauts responsables de l'État. Et c'était le signe du lâchage français. Le temps d'avancer dans le débat pour prendre ses réactions sur la page Facebook. Fanta Doumbia Touré qui dit de toutes les façons ce coup d'État était prévisible. On va à présent parler des perspectives institutionnelles. Dr Brema Elidiko, dans le premier communiqué, le CNSP a parlé de transition politique civile. Vous la voyez comment, cette transition? Alors, bon, moi, sincèrement, au Mali, je me méfie des discours. C'est ce que je dis assez souvent. En fait, on aime faire des discours. Je préfère juger les gens à l'acte. Premier discours, effectivement, ils ont dit que la transition allait être civile parce que le contexte est clair. C'est que quand vous faites ce genre de coups, vous n'êtes jamais sûr. Est-ce que d'abord les peuples vont vous soutenir? Est-ce que la communauté internationale va imposer des sanctions? Comment vous allez être reçu? Donc ça, c'est le premier message qu'on lâche. Mais quelques jours après, il y a une interview qui a été accordée quand même à France 24 où on a dit que la transition pourrait être dirigée par un civil ou un militaire. Donc le mot « ou » est important. Ça veut dire clairement que, qu'on le veut ou pas, il y aura un conseil ou de transition, ou en tout cas un organe de transition, où il y aura des civils et des militaires. Maintenant, le fait que ça soit dirigé par un civil ou un militaire dépendra de la capacité et même de travail de mise en confiance de tous les acteurs maliens, qui soient de l'opposition, de la majorité de la société civile, de la diaspora. Si les gens restent dans la défiance, on ne les fait pas confiance, ils sont tous militaires, ils sont les mêmes, et donc ça ne nous concerne pas, donc on mise aussi sur leur échec. Dans ces cas-là, bon, ça sera une affaire de ceux qui vont les voir et entre eux, ils vont trouver une solution. Mais si tout le monde s'implique véritablement et qu'on leur montre les enjeux qu'il y a de ne pas accepter qu'un civil dirige le conseil, par exemple de transition, dans ces cas-là, s'ils sont convaincus de ce bien fondé, ils peuvent accepter qu'il y ait un civil qui dirige la transition et que les militaires soient dans d'autres postes stratégiques. Mais pour l'instant, vu qu'il y a entre 2 jours ce changement de discours, je commence à me poser des questions. Mais encore une fois, c'est un peu peut-être trop tôt pour tirer une conclusion là-dessus. Oui, Baba, la transition politique civile. On va demander à la réalisation qui semble dormir d'illustrer souvent avec des images du CNSP ou des images qui peuvent corroborer les plateaux. Votre point de vue par rapport à cette transition politique civile? Il y a plusieurs schémas aujourd'hui qui sont à l'étude et d'après ce que j'ai compris, c'est que le CNSP, les militaires veulent plutôt un schéma comme une transition avec 2 organes, comme une transition des années 90. Mais ce que j'ai compris, c'est que de l'autre côté, avec tous les gens avec lesquels ils discutent, les gens voient aussi le schéma comme celui du Burkina Faso. Donc il y a tous les schémas aujourd'hui qui sont en discussion sur la table. Et je vois aujourd'hui quand même mal comment est-ce qu'un militaire puisse être le président de la transition et surtout avec les jeunes officiers. Il faut dire que c'est des jeunes officiers, ils sont plus aguerris sur le terrain. Comme j'aime bien le dire, quand ils venaient prendre le président, ils sentaient encore l'odeur de la brousse où ils étaient. Donc ils sont plus aguerris sur le terrain. C'est des excellents militaires sur le terrain. Ils l'ont prouvé à travers les différentes formations. Donc ils sont plus forts sur le plan militaire que sur le plan politique. Donc si demain on voit un président politique, un président civil, même s'il a un passé militaire, cela ne me surprend pas. Par contre, en ce qui concerne les organes de transition, est-ce qu'il faut aller vers une constituante
comme cela a été dit pendant les protestations, une assemblée constituante, une primature et puis un président de la transition. Okay. Voilà. Mais Maître Konaré, sur les réseaux sociaux, on entend souvent que l'état de déliquescence du pays, des institutions, des infrastructures est tellement avancé qu'il faudrait un militaire pour remettre de l'ordre. On voit également ça sur les réseaux sociaux, une transition présidée par un militaire. Si vous voulez mon avis, il ne faut pas écouter les Occidentaux, là, les pays voisins qui veulent imposer coûte que coûte leur schéma au Mali. En 1991, la transition a été dirigée par le général ATT et ça a été parfait. Et d'ailleurs, il sera très difficile de trouver aujourd'hui un civil pour diriger la transition parce qu'il sera suspect aux yeux de beaucoup de clans. Tantôt, le M5 va dire que c'est un homme proche de tel ou tel. Tantôt, on va dire que... Donc, moi, je préfère que ceux qui ont fait le coup d'État, que leur chef préside la transition. Maintenant, on va mettre en place au niveau de l'instance dirigeante de la transition des civils de tous bords. On va créer un gouvernement. On va créer aussi un organe législatif, si c'est possible, afin d'élargir la base populaire et politique de la transition. Un organe législatif qui peut inclure les députés spoliés, les députés contestés, beaucoup d'anciens députés, les notables, etc. Tout le monde sera là. Mais ce que je veux dire, c'est que le Mali tient aujourd'hui l'occasion de recréer la démocratie. Si tout ça est arrivé, c'est parce qu'on nous a fait porter la camisole démocratique sans qu'on sache où est-ce qu'on met les boutons et on s'est emmêlé les pinceaux. Il faut recréer la démocratie de telle sorte qu'elle colle à nos traditions, elle colle à notre mode de pensée. Je serais heureux, l'homme le plus heureux du monde, si, à l'issue de la transition, un pauvre pouvait être élu, même s'il n'a pas d'argent, président de la République. Il faut une génération. Je rêve, donc, à l'issue de la transition, de voir le pauvre de Djabali, dont je vous ai donné un jour l'exemple, ce pauvre-là gagner son procès en justice sans dépenser un franc. Si on arrive, je rêve, enfin, de voir dans ce pays les citoyens vaquer librement à leurs activités sans avoir affaire à des terroristes ou à des rebelles. Et d'ailleurs, il faut que la transition vide l'abcès de l'accord d'Alger qui a été l'une des causes de la chute du régime d'Ibeka. On va en parler. Si ça ne s'est pas réussi, on aura fait une transition pour rien. On aura fait un coup d'État pour rien. Et nous n'aurons plus de démocratie ni de pays. D'accord. Baba Dakono, Maître Konaré a énoncé un certain nombre de vœux. Il a rêvé. Selon vous, qui est-ce qui peut poser les jalons pour réaliser ce rêve-là? Un politique, un civil, un militaire? Quelle peut être la nomenclature de cette transition-là, selon vous? Je crois que les rêves du révérend Konaré sont très intéressants. Et je crois que vous posez peut-être la question de la bonne façon. Et je crois que depuis, peut-être c'est l'euphorie, mais c'est peut-être le temps qui fait que les gens sont beaucoup plus à la recherche de l'homme providentiel. Et je crois que votre question va au-delà de l'homme providentiel pour parler de nomenclature. C'est important parce que ce qui peut permettre d'éviter les erreurs du passé, de reproduire les mêmes schémas, c'est la méthode, c'est-à-dire la façon dont on va aborder cette période qui est cruciale dans le devenir du pays. Et je crois qu'il y a quelques préalables. Et le premier préalable, à mon sens, c'est d'abord de sortir de la tyrannie de l'urgence. Depuis quelques années, on est vraiment dans cette tyrannie de l'urgence où tout devient urgence et tout est évacué
Donc prendre le temps sans se dire qu'on a tout le temps, parce qu'une transition doit avoir une durée. Donc trouver l'équilibre entre ce qui est important dans une durée à réaliser et surtout sortir de la tyrannisation de l'urgence. Mais aussi et surtout important, vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que le contexte dicte quelque chose et c'est là où je suis d'accord avec Maître Konaré sur l'utopie d'un civil à la tête de cette transition, parce que non seulement je ne suis pas convaincu qu'on le laisserait travailler et les questions d'agenda, les clivages seront très importants, mais l'autre chose c'est aussi que quand on fait un acte de ce type, il faut l'assumer jusqu'au bout. Et ça c'est le second élément qui plaide en faveur de ça. Mais le plus important, c'est surtout de définir le comment. Comment on va aborder et comment on va gérer cette période de transition et non qui. Parce que j'ai l'impression que depuis 2013, les Maliens sont à la recherche de l'homme providentiel. Oui, justement, on va embrayer sur cette question, Dr Brema Elidiko. Comment gérer cette transition-là? Vous êtes sociologue. La perception du Malien, on a vu au lendemain de la démission du président Ibeka, des particuliers se ruer vers Kati avec des mallettes d'argent. La perception en tant que sociologue, est-ce qu'il faudrait mettre assez de pression sur les épaules frêles de ces jeunes officiers? À ce rythme-là, peut-être le Mali, tout le monde pourrait passer à côté. Or, on est dans un virage. Disons qu'il y avait énormément de pression avant l'arrivée des officiers. Eux-mêmes ont émergé sur un terreau favorable. Donc, ils n'ont fait que couper finalement l'herbe sous les pieds du M5 qui n'a plus le monopole de cette victoire et les militaires non plus. Donc, ça fait au moins un monstre à deux têtes. Donc, la pression, elle existe indépendamment de tout ce qu'on peut faire. Maintenant, pour tout le reste, il y a l'euphorie. Il y a ceux qui vraiment voulaient le départ du président, qui ont commencé à égorger des moutons ça et là. Donc, il y a ceux qui sont dans l'euphorie, qui font des choses. Mais il y a aussi des opportunistes ou peut-être des gens qui sont cités dans des grands dossiers et qui ont peur que finalement le marteau ne puisse être utilisé contre eux, donc qui vont commencer à faire ces cadeaux-là, mais dans l'espoir finalement d'avoir quelque chose dans quelques années. Donc comme on dit, c'est creuser un puits pour la soif d'un autre jour. Donc ça, c'est un peu ça. Mais disons que ils ont compris, eux-mêmes, quand vous lisez leur communiqué, le premier communiqué, ils ont compris toutes les attentes, tous les défis qui attendent à la fois les militaires mais aussi le peuple malien de façon générale. Ils n'ont pas le choix de ne pas discuter avec tout le monde. C'est pour ça qu'ils ont commencé à discuter un peu avec tout le monde, à envoyer des émissaires ça et là pour pouvoir faire en sorte de comprendre quelles sont les attentes des uns et des autres, parce que comme disait Baba, il y a énormément d'attentes de la part des Maliens, des attentes dans le domaine de l'éducation, parce que j'ai entendu Fomba, qui était un des porte-parole du syndicat des enseignants, qui a dit sur Renouveau qu'eux ils continuent la grève parce que pour eux nous sommes dans la continuité de l'État. Parce qu'en réalité, la Constitution n'a pas été suspendue, donc c'est la continuité. À l'université, il y a un collectif qui a émergé, qui veut aussi l'application de l'article 66. Donc ça, c'est seulement l'aspect éducation. Mais il y a l'aspect sécuritaire, parce qu'au Mali, on a plus de 266 000 déplacés internes, on a plus de 120 000 réfugiés. Donc c'est pour dire que les défis, il y en a dans tous les domaines, il y a urgence dans tous les domaines. Mais ce qui est important pour moi, rapidement, c'est que eux, les militaires, comprennent que à la fois, il faut consulter tout le monde, mais à un moment donné, il faudrait rapidement décider d'un chronogramme d'activité parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Si on reste, ce qui va se passer, c'est que les banques ont commencé à travailler, mais il y a la sanction de la BCEAO qui concerne quand même les transactions et notre compte salaire est logé à la BCEAO. Donc si dans un mois, les gens ne sont pas payés, tous les fonctionnaires aussi vont descendre à la rue. Donc en fait, j'essaie vraiment d'analyser les problèmes sous plusieurs angles pour se dire que les militaires, autant il ne faut pas trop les presser, autant il faut les presser parce que sinon tout ça va se retourner contre eux et contre tous ceux qui les ont soutenus. D'accord. Voilà. Il a parlé de chronogramme, docteur Diko. Baba Ahmed, est-ce que vous pensez qu'il faudrait inscrire tout cela dans un timing dans 6 mois, dans 18 mois, ou que tout soit joué dans la perspective de 2023, la fin du mandat du président démissionnaire? Est-ce que c'est important, selon vous, de parler timing? Ou faut-il les laisser tranquillement gérer cette période-là? Vous en pensez quoi? Non, le timing est très important dans ce genre de figure. Mais ce qui est encore important, c'est de faire le travail, mais de façon bien. Donc la précipitation, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Sinon, on va encore revenir peut-être dans 7 ans, 8 ans, encore revenir à la case de départ. Donc pour moi, il ne faut pas se précipiter. Par contre, il faut bien faire les choses. Et si cela va prendre 15 mois, 2 ans, ce n'est pas un problème parce que tout simplement, c'est pour parfaire le Mali. Et donc, mais là où moi je me pose les questions, où sont les problèmes? Aujourd'hui, on a un problème
politique institutionnelle. Aujourd'hui, on a tout simplement des problèmes sécuritaires. Donc, où sont les problèmes? Où est-ce qu'il faut mettre aujourd'hui le président de la transition? Quel ministre il faut mettre? Et quel président de la constituante ou de cette assemblée ou cet organe législatif qui peut venir? Donc c'est là pour moi, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui ce qui est important c'est de refonder les institutions maliennes, c'est de s'approprier les Mali aux Maliens sans que la constitution malienne soit calquée sur la constitution d'un pays tiers? Ou est-ce qu'il faut faire précipitamment les choses et rendre le pouvoir aux civils? Donc pour moi, vraiment, ce qu'il faut, c'est plutôt prendre le temps. Il faut bien faire les choses pour éviter le problème cyclique dont les Mali étaient toujours victimes. D'accord. Des réactions sur la page Facebook Africable Télévision ou la page Facebook Le Débat du Dimanche. Aberico Dombois, pour qui un civil qui n'est dans aucun parti politique avec une expérience avérée serait mieux pour diriger cette transition. Moussa Touré, les Maliens doivent choisir parmi les militaires. Baba Rakono, vous, le timing, est-ce que c'est important? Est-ce qu'on doit mettre la pression sur le CNSP dans la perspective de la conduite de cette transition? Je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure. Le timing, il est très important. Il doit être fonction des objectifs qu'on va se fixer. Et c'est très important dès maintenant de se fixer les objectifs. Le premier débat auquel on pense tout à l'heure, c'est que je crois que les militaires eux-mêmes l'ont dit, ils vont remettre le pouvoir à des autorités démocratiquement élues. Donc cela sous-entend qu'il y aura des élections. En 2012-2013, on a voulu organiser les élections et laisser les autorités qui en seraient issues d'organiser les réformes qu'il faut. Peut-être qu'il faut retenir cette leçon cette fois-ci et aller vers les réformes nécessaires pour que le scrutin, les élections soient crédibles, soient acceptées et surtout que les citoyens sentent le besoin de participer à ces élections-là. Parce que n'oublions pas le contexte, il est important. Le président qui vient d'être démis tout à l'heure, il a été élu il y a moins de 3 ans. C'était une élection fraîche, mais on se rappelle des conditions de ces élections, mais aussi le taux de participation de ces élections-là. Donc ça ne sert à rien de se hâter pour organiser des élections si le président qui en est élu doit être démis de force ou facilité, pour reprendre l'expression, de vraiment 2 ans après. Et l'autre question, Maître Konaré a parlé de 91 tout à l'heure. 91, c'est bien, c'est ce qui a créé cette 3e République, mais il faut aussi retenir les leçons. C'est qu'il faut comprendre que les années qui vont suivre, peut-être ça sera peut-être des années d'ingouvernabilité. Donc il faudrait qu'on pense à des institutions assez solides, des mécanismes assez opérants entre les institutions pour pouvoir résister à ce qui peut se passer. Mais encore une fois, il faut qu'on sorte de la tyrannie de l'urgence pour bien faire les choses en se fixant bien entendu un terme, parce que si on laisse les autorités de la transition, peut-être au bout d'un temps il y aura des résultats, mais peut-être il n'y aura pas de résultats. Mais pour sortir de ce débat, on a dit tout à l'heure qu'il faut peut-être laisser les militaires s'assumer, mais il est important aussi qu'eux, ils prennent conscience que personne ne pourra gouverner avec une certaine aisance ce pays tout seul. Ils sont obligés de composer avec tout le monde. Oui, parce qu'il y a un contrôle citoyen très fort. Maître Konaré, ensuite Baba Ahmed. Maître Konaré d'abord. Je pense que il faut une transition de 3 ans. Le Mali est dans un état comateux. Il est sous respiration artificielle, comme frappé de coronavirus. Il faut le réactiver. Il faut traiter le problème du Nord. Il faut traiter le problème du centre. Il faut traiter les problèmes du Sud, qui sont les questions d'argent, des syndicats, des primes, de coton, et le problème de gouvernance et de relecture des textes. Il faut 3 ans. 3 ans sous une administration transitoire, un comité de transition dirigé par le chef de la JET, qui comporte tous les représentants de tous les partis et de toutes les associations, même si ça va à 50 membres. Et pour bien faire, d'ailleurs, on peut décréter qu'il n'y aura pas de salaire. Oui, les gens qui veulent venir viendront pour le bien de la patrie. Mais tout le monde est libre d'être là. Il y aura peut-être des primes de présence et les chômeurs là n'auront rien.
Ensuite, il faut un organe législatif pour prendre toutes les réformes qu'on va imaginer. Ensuite, il faut un gouvernement pour exécuter tout ce qui doit être exécuté afin que le pays soit pacifié et que les territoires qui nous échappent reviennent sous notre contrôle. Parce que si vous vous organisez, vous ratez d'organiser des élections maintenant, ça va encore être des élections bidons avec un élu qui va être contesté 1 an ou 2 ans après. D'accord. Alors donc, j'aimerais terminer en vous disant de nous hâter lentement. De nous hâter lentement, d'aller à notre rythme, au rythme de nos finances, au rythme de notre réflexion, et de ne surtout pas écouter ceux qui de l'étranger voudraient nous dicter un calendrier ou un modèle. D'accord, avant d'aller sur le prochain. Je ne suis pas d'accord avec Maître Konaré quand il parle d'un temps comme ça aussi long. Je vais juste rappeler qu'il y a des mécanismes qui sont déjà prêts aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a les conclusions de la conférence d'entente nationale, on a les conclusions du dialogue national et inclusif, on a un accord de paix signé à Alger. Donc on a aujourd'hui quand même 3 documents qui peuvent être... On a une constitution qui est un avant-projet de la Constitution. Et donc, moi, de mon point de vue, il faut tout simplement ramasser toute cette documentation, organiser une conférence nationale souveraine, appeler les Maliens de toutes les régions, venir à Bamako, passer 1 ou 2 jours. Et là où je suis d'accord avec Maître Konaré, c'est qu'il faut les payer, les déplacements, mais les per diem, il ne faut pas payer. Je suis d'accord avec. Par contre, donc voilà aujourd'hui, on a quand même une base, c'est-à-dire sur les 7 ans d'IBK, quand même, il y a eu des documents qui n'ont pas été malheureusement exploités, qui peuvent être exploités, et on sort avec des institutions solides, des institutions maliennes qui reflètent la société malienne. Et on peut aller vers la fin d'une transition d'1 an et demi, voire 2 ans maximum. Il y a également ce débat-là. Certains pensent qu'il ne faudrait pas avoir peur d'aller vers la 4e République. Les réformes dont vient de parler Baba Ahmed, les conclusions du dialogue national inclusif, de la conférence d'entente nationale, l'accord pour la paix et la réconciliation, ce toilettage-là au niveau de ces documents-là, est-ce qu'ils doivent se faire présentement ou faut-il se projeter dans une 4e République? Je pense que la question, elle est très importante. Mais avant, je voulais revenir un tout petit peu sur la question de la durée pour dire que justement, peut-être il faut éviter de déterminer la durée au doigt mouillé et que faire une véritable évaluation des choses à faire en les mettant justement dans une feuille de route dont l'application serait garantie par toutes les composantes de la nation et que cette fois-ci, seulement cette fois-ci, nous ayons une société civile capable de faire le monitoring qu'il faut de la mise en œuvre de cette feuille de route. Maintenant, sur ce que vous demandez tout à l'heure, je pense qu'il faut remonter au-delà du dialogue national ou même de la conférence d'entente nationale pour rappeler que avant la chute du président Touré, il y avait un chantier de réforme politique qui avait été envisagé. Et sans prêcher pour ma chapelle, quand je vois tout ce qui s'est passé d'un point de vue institutionnel, je me rends compte que beaucoup de choses auraient pu être évitées si certaines de ces réformes-là avaient été correctement mise en œuvre. Parce que ces réformes, ce n'était pas seulement la révision de la Constitution, c'est un chantier qui comprenait beaucoup d'autres choses, telles que la question du vérificateur général, telles que la question du médiateur de la République. J'entends beaucoup de gens se poser des questions aujourd'hui sur son rôle. Il y avait beaucoup de choses. Donc, les prendre en compte, examiner tout ce qui a été fait. La 4e République, la décision, je crois que elle appartient aux Maliens au cours de débats et de réflexions vraiment approfondies d'en décider. Mais ce que moi je vois personnellement, c'est que la 3e République a quand même démontré de nombreuses limites. Et je crois que je l'ai dit il y a 2 ans, je l'ai dit, il fallait réviser cette constitution, sinon elle allait plus pouvoir être appliquée. Je crois que nous sommes aujourd'hui, il faut pas se cacher les choses, dans une situation où la Constitution, à mon sens, elle est quasiment caduque. Et
il faut que les gens aient le courage d'avoir ce débat-là. Et je ne suis pas convaincu qu'on puisse encore démarrer dans cette constitution du 25 février. Voilà. Dernier aspect de ce débat du dimanche, ce débat spécial Mali, démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Faut-il craindre les sanctions brandies par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui a organisé ce jeudi un sommet extraordinaire par visioconférence? Les recommandations, les conclusions de cette rencontre ici avec Ba Zamilignan. La CEDEAO demande la libération immédiate d'Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels, et surtout le rétablissement du chef de l'État dans ses fonctions. En parallèle, l'organisation dénie toute forme de légitimité au CNSP et demande des sanctions à l'encontre des putschistes et de leurs collaborateurs. Le temps des coups d'État est révolu, rappelle la CEDEAO, et c'est le message qu'elle entend faire passer à la junte. Le Mali est également suspendu de tous les organes de décision de la CEDEAO avec effet immédiat. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées avec les pays de la CEDEAO. Tous les flux et transactions économiques sont aussi stoppés, à l'exception des médicaments, du carburant et de l'électricité. L'objectif affiché de la CEDEAO est le retour dans les plus brefs délais au calme et à une situation institutionnelle normale. L'ancien président nigérian, Goodluck Jonathan, est disponible pour continuer sa mission de rapprochement de toutes les positions, assure l'organisation, qui annonce aussi la montée en puissance de la force en attente de la CEDEAO. À noter que cette visioconférence de la CEDEAO s'est poursuivie après l'annonce de ces décisions, mais sous format élargi à l'Union africaine avec la participation de son président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Pour être tout à fait complet, une délégation de la CEDEAO conduite, on va le voir sur ces images, conduite par l'ancien chef de l'État du Nigeria, Goodluck Jonathan, est présentement en séjour à Bamako. Ce samedi, il y a eu une première rencontre avec le CNSP, rencontre qui se poursuit présentement au niveau de l'hôtel Salam et le ministère de la Défense, Baba Ahmed, avant d'avoir reçu les recommandations selon le communiqué final de cette rencontre CEDEAO-CNSP. Est-ce qu'il faudrait craindre ces menaces brandies par l'institution sous-régionale? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne me fait pas du tout peur. Pour tout simplement, les sanctions sous-régionales ont déjà montré leur inefficacité. Aujourd'hui, peut-être que les pays de la région, le Mali ne peut pas... les frontières sont fermées, mais je vous rappelle que les frontières Algérie-Mali sont ouvertes, les frontières Mali-Mauritanie sont ouvertes, il y a les ports dans ces pays-là où le Mali peut les utiliser. Donc c'est des sanctions contre-productives en réalité pour les pays de la CEDEAO. Deuxième chose, c'est que le Qatar nous a montré aussi que les sanctions sous-régionales sont inefficaces, tout simplement parce qu'on peut créer un pont aérien. Aujourd'hui, on peut voir demain ou bien après-demain des charters, des cargos remplis de tout ce dont les Maliens ont besoin. Et le Mali est un pays crédible parce que tout simplement, il est riche en sous-sol, en minerais. Et en tout cas, beaucoup de pays où si vous partez demander des crédits pour avoir ce dont vous avez besoin, vous l'aurez tout simplement parce que, et même le gouvernement précédent nous a montré que tout ce temps, en réalité, il ne marchait que sur des crédits. Donc, pour vous dire tout simplement que les sanctions de la CEDEAO ne serviront à rien, ils ne font pas peur aux Maliens. Et d'ailleurs, s'ils continuent, les Maliens vont sortir grandis, tout simplement parce que les Maliens vont se mettre au champ, ils vont cultiver, donc l'autosuffisance alimentaire sera une réalité. Et donc, pour moi franchement, c'est tout bénéfique pour le Mali sur le long terme. Cependant, ce que je vais tout simplement vous dire, c'est qu'apparemment... Vous êtes en verbe aujourd'hui, si vous ne lâchez pas la parole... Apparemment, la CEDEAO, lors du prochain sommet qui est prévu le mercredi prochain, va lever les sanctions parce que ces pays ont même constaté que c'est contre-productif pour eux-mêmes. Justement, la question que je voulais vous poser, docteur Eli Diko, est-ce qu'il n'y a pas un contraste entre ces recommandations de la CEDEAO et le slogan selon lequel on est en train d'aller vers la CEDEAO des peuples?
Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Alors, paradoxe, oui, mais en fait, vous savez, les sanctions comme la condamnation des coups d'État, c'est une sorte de cassette. Dès qu'il y a un coup d'État, on appuie sur play et puis ça parle, et après on éteint, après on réfléchit aux conséquences à la fois pour celui qui a été sanctionné, entre guillemets, et celui qui brandit la sanction. Mais de fait, si on regarde, les autres ont besoin du Mali, le port d'Abidjan dépend en grande partie du Mali, les ports du Sénégal. C'est pour ça que Macky Sall a été réaliste et a pu en fait nous donner la possibilité d'avoir accès aux hydrocarbures, avoir accès aux médicaments et avoir accès aux vivres, et donc aux denrées alimentaires. Donc c'est pour dire que pour le bas peuple, en fait, il n'y a pas véritablement de problème parce qu'il pleut, c'est l'hivernage. Le Mali a les plus grands cheptels de la sous-région, et donc si quelqu'un doit en souffrir, ce serait le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Mais par contre, sur la question des salaires, oui, il faut avoir peur parce que, bon, comme il y a un mécanisme quand même bancaire qui fait qu'on peut être limité, il faudra réfléchir comment payer les fonctionnaires, ça c'est important. Après, pour tout le reste, après il y a le dernier élément aussi, les États-Unis, le Japon, des choses comme ça dans les pays, quand il y a un coup d'État, tant qu'il n'y a pas un retour à l'ordre constitutionnel normal, il y a des financements qu'on ne peut pas avoir. Mais ceci dit, on pourra toujours organiser une conférence, je ne sais pas, ils appellent ça des donateurs, pour avoir des sous. Mais moi, je trouve que c'est une belle opportunité qu'il y ait un embargo. Parce que, vous savez, le Mali est un pays extrêmement riche, avec beaucoup de potentialités dans tous les domaines. Ça peut être l'occasion de valoriser le consommé malien, quoi. Et pour une fois, on peut travailler sur ça et faire en sorte qu'on revienne à nos plats traditionnels. C'est pas le couscous avec le thon et le datou, tout ce qui va avec, quoi. D'accord. Maître, sur ces sanctions de la CEDEAO. Vous savez, j'appelle les annonces de la CEDEAO des grimaces et des gesticulations. La CEDEAO n'est que le sous-préfet de la France en Afrique. Macron a bien dit qu'il prenait acte de la démission du président Ibeka et a appelé à une transition. Comment le grand chef, le grand commandant français parle et la CEDEAO ose aller nous parler de sanctions? Par ailleurs, tous ceux qui sont au niveau de la CEDEAO, là, en termes de chefs d'État et autres, ils sont tous venus au pouvoir grâce à un coup d'État ou au bénéfice indirect d'un coup d'État. Regardez autour de nous, au Burkina. Hein? C'est parce qu'on a fait un coup d'État à Blaise. En Guinée, c'est parce que Moussa Dadis a fait un coup d'État. Au Niger, c'est parce que Salou Djibo a fait un coup d'État. Hein? Donc tous ces chefs d'État-là sont venus au pouvoir grâce à un coup d'État et ils osent nous donner des leçons de démocratie. Ce n'est pas tout. Le Mali est la 3e économie de l'UEMOA. Tous les ports voisins de Côte d'Ivoire, du Sénégal, vivent de nos importations et de nos exportations. En 2012, la Côte d'Ivoire a perdu quelques 150 milliards du fait du ralentissement de l'activité due au push qui avait été perpétré au Mali. Et donc, nous sommes suffisamment puissants pour que personne ne puisse nous mettre durablement sous embargo. Est-ce qu'on peut mettre les États-Unis sous embargo? Est-ce qu'on peut mettre la Chine sous embargo? Nous sommes une petite Chine ici. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment des grimaces. Et quand ils parlent de leur force en attente, rapidement. Vous vous souvenez? Ouais. Quand les djihadistes allaient prendre Kona, on a cherché la force en attente de la CEDEAO pendant des semaines. Ils ne nous ont apporté que des charrettes, des canons usés. Il a fallu que l'Élysée déploie la force Serval pour nous sauver. La CEDEAO n'a pas de force en attente, n'a rien du tout. On va revenir vers vous. Vous demandez de mettre un petit bémol sur la liste des chefs d'État. Le président Mahamadou Issoufou, à un moment, il a fait le plaidoyer du Mali. Il était plus vocal que le président du Mali. Des faits. Et puis bon, il n'est pas candidat pour le 3e mandat. Lui, quand même, on peut les parler. Non, je pense qu'il est quand même important. La question elle est extrêmement sérieuse, extrêmement importante. Il est très important qu'on sorte un peu des passions. Est-ce que ces sanctions de la CEDEAO, pour moi, elles sont hâtives?
elles sont contre-productives. Elles sont actives parce que c'est un mécanisme qui est en place. Je crois que, sans reprendre l'expression de Dr Dicko, il faut condamner, il faut mettre en place ce mécanisme-là. C'est pour justement décourager ces coups d'État, et en tant que partisan de la démocratie, peut-être il faut améliorer ces mécanismes-là, mais on ne peut pas non plus dire que ces mécanismes doivent être bannis. Il faut faire en sorte que on puisse donner le temps à la démocratie de se construire. Donc c'est systématique, ça a été mis, mais on est tous d'accord que c'est contre-productif. C'est contre-productif parce que c'est pas sûr que ça puisse faire évoluer la situation. Je crois qu'eux-mêmes l'ont réalisé, ils sont en train de revenir progressivement sur la situation. Mais de là, quand même, il faut comprendre 2 ou 3 choses. La première des choses, c'est que la CEDEAO a quand même été toujours présente dans le pays. C'est vrai que la question, moi-même, j'ai pas trop bien compris la question de la force en entente. Je me demandais comment elle allait pouvoir déployer cette force en entente. Non, elle existe. Je crois que si vous vous rappelez de l'historique de 2012, faut pas faire cette injustice à la CEDEAO. La force africaine a été mise en attente, a été mise en place, et c'est sur elle, la MISMA, que la MINUSMA a été construite, parce qu'il y avait cette force de la CEDEAO. Maintenant, je crois qu'il est important qu'on puisse replacer la CEDEAO dans l'application correcte du protocole additionnel sur la bonne gouvernance. Et ensuite, pour terminer sur cette question, c'est de dire que oui, là je ne partage pas vos avis. Je pense que ceux qui vont souffrir des sanctions des sanctions de la CEDEAO, c'est surtout le bas peuple. Il ne faut pas voir les effets dans l'immédiat. Sur le long terme, c'est le bas peuple qui va surtout souffrir. Et c'est pourquoi c'est contre-productif, parce que ceux qui sont visés par ces sanctions ne vont pas sentir les effets de ces sanctions-là. Réaction sur la page Facebook. Abou Draman Traoré, comment peut-on sanctionner une révolte populaire justifiée contre la gabégie, le népotisme et la mauvaise gouvernance? On est en train de s'acheminer vers la fin de l'émission. On a même débordé. Actualité oblige. Dernière question, Dr Brema Eli Dicko, après le 21 mars 2012, le 18 août 2020, qu'est-ce qu'il faudrait être fait pour sortir de cette spirale-là? Parce que le Mali ne doit pas rester dans cet engrenage de coup d'État. Alors, peut-être 2 ou 3 choses. La première, c'est qu'il ne faut pas réduire la démocratie aux élections, et surtout qu'il faut arriver, de mon point de vue, à revoir la question de quelle agence organise les élections. Il y a trop de structures, il y a la CENI, il y a le ministère, il y a la DGE. Il faut faire une seule agence des élections après avoir concerté tout le monde. La deuxième chose, il faut revoir les fichiers électoraux, parce qu'on disait qu'il y avait plus d'1 million d'électeurs fictifs et tout. Vrai ou faux, on n'en sait rien, mais en tout cas, les fichiers, ils faisaient l'objet de discussion. La CEDEAO, d'ailleurs, en 2018, avait fait des recommandations dans ce sens. Et après, il faudrait revoir la loi électorale et introduire, par exemple, les proportionnels pour éviter que finalement les partis politiques aient besoin de faire des alliances invraisemblables qu'on voit. Et éventuellement, une dernière chose, c'est il faudrait, je pense, lutter contre l'impunité. Parce qu'à un moment donné, je pense que la question même de, ils appellent ça comme l'immunité parlementaire, il faut, par exemple, supprimer la haute cour de justice et enlever la question de l'immunité parlementaire. Que vous soyez ministre ou député, si jamais vous êtes cité dans une affaire, que vous puissiez vous mettre automatiquement à la disposition de la justice et que vous soyez injusticiable comme un autre. Parce que tant qu'on ne va pas lutter contre l'impunité, il y en a qui auront toujours les moyens de se faire réélire, et puis au bout de 10 ans, on va dire que non, on ne peut plus revenir sur ça, et on va continuer en fait à faire ce genre de choses. Baba, Amen, la même question. Comment sortir de cette spirale? Non, je pense qu'il faut, étudier profondément la crise malienne, c'est-à-dire que depuis 1960, les rébellions cycliques, les problèmes liés aux élections, il faut relire, il faut revisiter tous ces problèmes et apporter des solutions à travers des institutions fortes, des institutions à l'image du peuple malien. Et je pense que c'est à travers ça et ça seulement qu'on pourra sortir d'une transition où c'est tous les Mali qui a gagné. Maître Konaré. Ce serait prétentieux de ma part de vouloir vous livrer clé en main des recettes, parce que ça demande une étude approfondie. Tu réserves ça pour le colonel Goïta? Comme vous voulez. C'est l'objet d'une consultation restreinte. Je vous ai tout à l'heure décrit mes rêves, et ces rêves-là sont les objectifs que je souhaite voir atteints par la transition. Mais comment? Une justice, j'ai dit, il s'agit de réfléchir aux moyens. C'est pas sur un plateau qu'on peut dégager ces moyens-là. J'ai dit l'objectif. Les énumérer à 4. Les objectifs.
c'est sûr. Mais vous me prenez pour un poussier. Alors, donc, les objectifs, c'est une justice réelle. Pas une justice, la justice que nous connaissons aujourd'hui. Il faut que le pauvre puisse gagner en justice. S'il est analphabète, il faut qu'il soit assisté par l'État jusqu'à la fin. Et il faut enlever, vraiment, de supprimer toutes les lenteurs, et il y a des moyens pour ça. Il faut que celui qui est déclaré élu soit réellement légitime. Parce que quand vous êtes légitime et que vous parlez, les gens écoutent. Mais quand votre élection est contestée, les gens ne vous écoutent pas. Et c'est comme ça que commencent tous les troubles. Vous avez vu, avec l'exemple des élections législatives contestées. Il faut que les Maliens renouent avec la paix et la sécurité, et cela n'est pas possible si on continue de fermer les yeux sur les défauts de l'accord d'Alger et à continuer de l'adorer comme un fétiche, de ne pas en parler comme s'il s'agissait d'une tête de mort, et ou bien de promettre qu'on va l'appliquer alors que tout le monde le sait, inapplicable. D'accord. Alors la transition doit en réalité ôter tous les obstacles qui obstruent le chemin de notre pays. Si la transition ne le fait pas, le futur président ne pourra pas. Et puis dans les élections, il faudrait qu'on trouve un moyen de réduire le poids de l'argent. Aujourd'hui, il n'y a aucune loi. N'importe qui peut aller vendre de la drogue en Colombie, venir avec des milliards acheter les suffrages des pauvres Maliens. Et vous avez un narcotrafiquant à la tête de l'État. N'importe qui peut aller emprunter de l'argent auprès de n'importe qui en Occident. Et vous avez un suppôt du néocolonialisme à la tête de votre pays. Donc il faut trouver le moyen de détruire le poids de l'argent sur les élections. Ok, on aura plusieurs occasions pour parler de cette transition, de ces perspectives. Baba Dakono, comment sortir peut-être de l'engrenage des coups d'État? Le dernier mot. Mais moi, je ne crois pas, en tant qu'observateur depuis quelques années sur ces questions, contrairement à Maître Konaré, je ne crois pas au catalogue de bonnes intentions. Mais je crois plutôt au sursaut national qui puisse nous permettre de sortir de la crise actuelle et d'utiliser cette période-là à bon escient. D'accord, ce sera donc le mot de la fin. Avant de clore définitivement l'émission, deux annonces. Tout de suite à 20h, parlons droit. Hassan Magat Sey qui reçoit Maître Boubou Keïta. Maître Boubou Keïta, c'est pour parler du thème embargo et contre-mesures financières. Maître Boubou Keïta, avocat au barreau de Paris. Tout de suite, parlons droit. À 21h, politique, le débat avec Robert Dissa. Transition, faut-il des politiques ou des technocrates? Avec comme invité Chekina Kamara des bâtisseurs, Dr Bakary Toumagnon, sociologue, Guidjouma Sanogo du collectif des élus du sud de Sikasso et M. Boubacar Bokoum, analyste. Tout de suite à 21h, politique, le débat. Et ce carnet rose, les images du mariage de notre confrère Yacouba Dansogo, le chef du desk sport qui a convolé en juste noces ce dimanche matin. Voilà, on lui souhaite un heureux ménage. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche. Rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à parler de transition, des perspectives institutionnelles au Mali.